Montrer quelques images de la capitale française. On vous le dit depuis à peu près 13 heures. Aujourd'hui, la neige, ça y est, a arrêté de tomber, mais on continue de skier devant la Tour Eiffel, image carte postale, évidemment, de la capitale française. Une bonne partie du pays est donc sous cet épais manteau blanc depuis le début de semaine, depuis lundi soir. L'occasion pour nous, dans Derrière l'image, de revenir à un gros dossier en cette période hivernale, c'est la précarité énergétique, effectivement, face à l'hiver et ce froid qui se fait de plus en plus conséquent. On en parle avec vous, Gabriel Maréchaux, journaliste environnement et énergie à The Conversation France. Bonjour Gabriel, c'est pas la carte postale que vous avez choisie comme cliché aujourd'hui, c'est autre chose. On va regarder, peut-être commentez-nous la photo, on va comprendre assez vite. Bonjour Elisabeth, bonjour à tous et à toutes. Oui, moi je vous emmène un peu l'envers du décor avec cette image où on voit une victime de ce qu'on appelle la précarité énergétique. Alors là, en l'occurrence, il s'agit, on le voit, d'un monsieur assez âgé. C'est pas anodin. Les personnes qui souffrent de précarité énergétique, il y a beaucoup de vieilles personnes parce qu'elles vivent souvent dans des logements en France vétustes et mal isolés. Alors on le voit. Alors donc il a essayé de rajouter un chauffage d'appoint. Il s'est couvert. Moi, cette photo, quand je la vois, vous savez, Elisabeth, je pense à cette phrase qui dit « ça coûte cher d'être pauvre ». Parce que, en fait, ce type de petit radiateur d'appoint, ça fait partie des choses les plus abordables quand on a froid chez soi. Mais ça ne va pas être très efficace quand on est dans un logement mal isolé. Et ça va coûter cher en fin de mois sur la facture. Là où quelque chose qui pourrait être conséquent et vraiment changer la donne, ce serait, par exemple, des travaux d'isolation, mais qui coûtent bien plus cher qu'un radiateur d'appoint. Alors, on devine que c'est une chambre à coucher ici. Donc, c'est une pièce où il est particulièrement difficile d'avoir froid. On devine aussi une fenêtre, vu qu'on voit un peu de l'éclairage, de la lumière du jour. Alors, elle n'est pas encore fermée, mais peut-être que ce monsieur va finir par s'y résoudre. C'est en tout cas ce qu'a fait un autre monsieur qu'ont rencontré deux journalistes de France 24, Karim Yayaoui et Clarisse Castelli, qui a lui tout bonnement décidé s'est résolu à fermer tous ses volets l'hiver pour essayer d'avoir un peu moins froid. Je vous propose d'écouter son témoignage et on en reparle ensuite. Une maison aux volets soigneusement fermés. Pourtant, elle est habitée. La vie n'a pas épargné Denis Rocancourt. Un accident du travail, un divorce, et voici comment le sexagénaire s'est retrouvé dans la précarité. Des difficultés, une petite pension et la nécessité de sacrifier son bien-être. Depuis de longues années, Denis n'a plus les moyens de se chauffer ou même de prendre une douche chaude. La première année, ma fille m'a posé des radiateurs électriques. Donc j'ai bien chauffé, mais je me suis retrouvé avec des factures de 600 € tous les 3 mois. Alors j'ai arrêté de chauffer. Je n'ouvre pas mes volets et j'évite de me déplacer pour éviter de faire les courants d'air, pour éviter que le froid rentre. Cet hiver, là, quand il a fait très froid, au mois de janvier, j'avais 9 degrés dans ma salle à manger. Pour tenter de limiter la morsure du froid, Denis a tout simplement condamné le premier étage. Vous avez le droit de filmer si vous voulez. On vous suit alors. Vous me suivez alors, allez. Voilà, la maison est vide. Donc en fait, c'est ce qui vous sert d'isolation finalement. Vous l'avez bouché en bas pour éviter d'avoir froid. Pour éviter que la chaleur monte ici. Une solution de fortune pour se calfeutrer, mais Denis refuse de s'apitoyer sur son sort. Merci. Il peut geler, il peut pleuvoir, il peut y avoir de la neige. Je suis chez moi. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien avoir ma situation au lieu d'aller dormir sous les ponts. Voilà, situation effectivement terrible, une grande précarité. Ce monsieur parle de 9 degrés parfois chez lui. À partir de quelle température on peut parler de précarité énergétique ? Alors, en fait, c'est pas comme ça que ça se mesure à partir d'un seuil d'une température. En France, la loi définit la précarité énergétique comme une situation, celle où une personne dans son logement n'a pas l'énergie nécessaire pour répondre à ses besoins de base. Donc, dit concrètement, c'est l'hiver, ne pas pouvoir se chauffer suffisamment pour vivre convenablement. Alors, ça peut avoir des causes multiples. La précarité énergétique, ça peut être du fait d'une précarité globale.
Ça peut être du fait d'un logement très mal isolé ou alors des prix de l'énergie qui flambent, comme ça a été le cas en 2021-2022, suite notamment à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ça fait en fait du chauffage un sujet assez étonnant parce que ça lie des enjeux très très différents. Il y a quelque chose d'extrêmement intime. Est-ce que chez moi, dans mon lit, j'ai suffisamment chaud pour pouvoir m'endormir le soir ? Il y a le fait que Poutine envahisse la Russie et l'Ukraine et ça a des conséquences quasi immédiates dans mon foyer. Ça a des enjeux aussi évidemment écologiques, quel type d'énergie on peut ou on veut utiliser, et des questions politiques. Quelles sont les priorités et aussi, on le verra un peu plus tard, le fait, par exemple, que la France n'ait pas eu de budget voté pour 2026. En tout cas, la précarité énergétique, donc c'est au carrefour de plein d'enjeux, mais pour la mesurer, il y a plusieurs indicateurs. Il y a déjà la part des revenus qui sont consacrés à payer les factures d'énergie. Mais cet indicateur, il peut être trouble parce que des gens, on le voit comme ce monsieur, arrêtent de payer à un moment. Pour ce qui concerne sinon le bâti, il y a le fameux DPE, donc diagnostic de performance énergétique, qui est obligatoire en France quand on loue un logement et qui peut indiquer si un logement est une passoire thermique ou non. Voilà, et puis, qui s'est durci d'ailleurs, les conditions se sont durcies. Les effets de la précarité énergétique, Gabriel, ça ne se résume pas seulement à avoir des courants d'air l'hiver chez soi, ça peut aller bien au-delà de tout ça. Ouais, tout à fait, c'est ce que racontent en tout cas deux chercheuses, Bérangère Legendre et Dorothée Charlet, qui ont fait un peu la synthèse de tous les effets de la précarité énergétique. Alors ça a des effets sur la santé. Elle rappelle par exemple que chez les personnes qui ont déjà une santé un peu fragile, ça multiplie par 7 le risque d'être en mauvaise santé. Ça aggrave aussi des maladies chroniques comme l'arthrose, l'asthme, les allergies, parce que notamment pour ce qui est de l'asthme, qui dit logement mal isolé dit souvent logement humide, dit moisissure. Rien qu'à partir de là, il y a plein d'effets en cascade dont on ne se rend pas forcément compte. Ça a par exemple un impact sur l'assiduité scolaire. Des enfants qui sont chroniquement malades iront moins à l'école. Ça aura un effet sur leurs résultats scolaires. Ce que ces deux chercheuses ont aussi montré, c'est que ça a des effets sur la santé mentale. Elles ont noté à partir d'une étude faite pendant le Covid que ça avait un impact sur la dépression et les états anxieux. D'autres chercheurs anglais ont, eux, évalué les effets sur la vie sociale. Ils ont collecté comme ça beaucoup de témoignages avec des personnes qui disent que ça fait des années qu'ils n'ont pas invité d'amis chez eux ou qui parlent sinon de la honte qu'elles peuvent avoir, par exemple, le matin quand elles sortent de chez elles et qu'elles sont la seule maison dans le quartier, vous savez, à avoir les vitres avec tellement de condensation qu'on ne voit pas et que ça procure une honte quand on se sent comme ça stigmatisé. Et tout ça, ça a un coût qui est aussi colossal et on ne s'en rend pas forcément compte. Tous les frais médicaux qui peuvent être directement liés à la précarité énergétique, en France, c'est 1 milliard d'euros. Et ça passe à 20 milliards si on ajoute les pertes de productivité et les arrêts maladie liés à la précarité énergétique. Donc c'est un sujet effectivement très large. En Europe, c'est un sujet qui est beaucoup revenu dans l'actualité. Évidemment, vous en parliez avec la guerre en Russie, la hausse des prix de l'énergie. Ça nous fait un peu nous demander aussi parfois comment on faisait avant sans chauffage central. Nous, on est né avec, ça n'a pas toujours existé. Ouais, et ça peut être inspirant de parfois se tourner vers le passé, de voir comment les gens faisaient ici ou ailleurs. C'est ce qu'a fait un autre chercheur pour The Conversation, un chercheur cette fois en architecture, Yan Gangshin, qui a la particularité d'être né à Harbin. Alors Harbin, c'est une ville dans le nord de la Chine et par curiosité, j'ai regardé. Alors la météo ce matin à Harbin, il fait aujourd'hui entre -16 et -28. C'est en fait une des villes les plus froides au monde. Et ce professeur en architecture, il nous explique en fait comment lui, il a grandi, comment ses parents faisaient en sorte qu'il reste chaud, qu'il fasse chaud à l'intérieur, et comment traditionnellement on se chauffait dans cet endroit de la Chine où vivent des millions d'habitants. Et il nous parle pour ça du Kang. Alors le Kang, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait une plateforme faite en briques de terre cuite qui est construite au-dessus d'un poêle. Et lui, petit, dormait sur ce Kang. Et ce qui se passait, c'est que pour cuisiner le dîner, on utilisait le poêle qui produisait de l'air chaud. Et les tuyaux d'air chaud passaient sous la plateforme. Et les briques de terre cuite ensuite diffusaient pendant de longues heures cette chaleur. Donc un système qui, à partir d'une source de chaleur utilisée pour cuisiner, permet de passer la nuit au chaud en dormant sur cette plateforme. Voilà, la question, je suis en train de lire l'article derrière vous, et si le confort thermique ne se résumait pas seulement à chauffer plus, mais à chauffer mieux, c'est un peu ça la question aujourd'hui. Il y a un peu, en tout cas ce qui est dit dans cet article, la question de est-ce qu'il vaut mieux pas chauffer les corps localement plutôt que tout un logis avec l'air chaud qui pourra monter en hauteur, plus ou moins bien isolé. Alors, c'est ce qu'on voit un peu avec cette technique chinoise du Kang. Ce chercheur, il nous parle aussi du kotatsu japonais. Alors, cette fois-ci, on est sur une espèce une table basse, une grande table basse, avec une épaisse couverture moelleuse mise au-dessus et un petit chauffage
en dessous. Alors traditionnellement, c'était un chauffage au charbon. C'est pas dangereux ça, de dormir au-dessus d'un chauffage un comme ça chauffage électrique, faut être vigilant et j'imagine que quand on a l'habitude, on surveille ça de près. Et en tout cas, il nous explique que le kotatsu, c'est un peu le cœur névralgique du foyer japonais aujourd'hui. C'est parfois la seule source de chaleur d'un foyer. Quand on rentre le soir, on glisse ses pieds dessous. C'est là où on va dîner, discuter, regarder la télé. Et voilà, on retrouve du coup le principe de chauffer le corps plutôt que le logis tout entier. C'est quelque chose qui s'est aussi pratiqué en Europe. Les Romains avaient une technique qu'on appelle hypocauste, qui rappelle un peu, alors cette fois, le kang chinois dont je vous parlais à l'instant, avec des tuyaux d'air chaud qui chauffent localement un endroit. Et on a aujourd'hui en Belgique, une initiative qui s'appelle Slow Heat, qui réunit des citoyens et des chercheurs et qui reprend en tout cas encore ce principe général de chauffer les corps et pas le logis tout entier. Alors je vous propose de regarder en image ce que ça peut donner. Ici, le 14 degrés qu'on a en général dans la maison ne pose plus de problème de façon générale, sauf de temps en temps. Et à ce moment-là, on a une capacité d'action. Bonjour, bienvenue. Entrez. L'idée, c'est que les bureaux, vous le voyez, sont parfois relativement vides. Ici, le seul bureau occupé est celui-ci. Donc, venir chauffer toute cette grande pièce, juste pour moi, ça n'a parfois pas beaucoup de sens et ça consomme beaucoup d'énergie. Donc, en fait, on peut venir chauffer uniquement la personne, mon corps en l'occurrence, ou une petite bulle de chaleur au niveau du bureau. Les premiers hivers nous ont permis de voir qu'on pouvait descendre facilement de 3-4 degrés sans perdre pour autant en confort et qu'il existe des solutions d'appoint, une fois qu'on a trouvé notre seuil de confort, qui permettent de se réchauffer localement en dépensant beaucoup moins d'énergie qu'avec le chauffage central. Donc il y a des questions d'habitude qui sont à la fois physiologiques et mentales, je pense, et qui font qu'on supporte des choses qu'on n'imaginait pas supporter avant. Mais il faut y aller progressivement, chacun à son rythme. Il n'y a pas de recette universelle. Alors, ce qu'on voit ici, c'est du coup des citoyens qui sont dans une démarche voulue de sobriété, peut-être par ambition écologique ou économique, qui vont donc chercher à trouver tout un catalogue d'options pour pouvoir chauffer localement à un moment où on a froid. Alors, ça peut être se mettre en mouvement, on a vu un monsieur pédaler, ça peut être trouver un chauffage qui va chauffer très localement, les pieds, le corps, avec, ça n'a pas été montré, mais je sais que aussi dans tous les éventails, il y a aussi une couverture chauffante pour se réchauffer ponctuellement. C'est un super cadeau de Noël. Quand on a bien chaud. Enfin bref, tout ça, des choses qui semblent un peu évidentes aussi, comme se couvrir plus, des bouillottes, ce genre de choses, pour pouvoir chauffer le corps et pas l'entièreté d'un logis. Alors ici, on est vraiment dans une démarche en cours de sobriété voulue. On n'est pas dans la précarité énergétique. Ce serait peut-être dangereux et douteux de comparer les deux, et notamment la situation du premier reportage de ce monsieur. Alors je suis allée vérifier d'ailleurs ce monsieur qui s'appelle Denis Rocancourt de mémoire, comment lui, il a évolué. Et en fait,
ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait appel à une association qui l'a aidé à rénover son logis, donc à changer ses fenêtres, sa chaudière, pour pouvoir, in fine, réussir à pouvoir passer l'hiver en ouvrant ses fenêtres. Ce qu'il faut peut-être juste dire en passant, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui serait dans la situation de ce monsieur et qui voudrait faire des travaux chez lui serait en difficulté, car aujourd'hui, du fait que la loi budget 2026 n'ait pas été votée, une des principales aides pour faire des travaux d'isolation chez soi, qui est MaPrimeRénov', est gelée. Donc c'est devenu très très compliqué. Voilà, Et ces primes souvent qui sont un peu le déclencheur, hein, qui convainquent les gens de passer à l'action et de faire les travaux, parce que ça reste quand même une aide pécuniaire considérable. Merci beaucoup Gabrielle, merci pour ce numéro de Derrière l'image, à retrouver évidemment sur le site de France 24 et tous ces articles que vous aviez évoqués sur le site de The Conversation France. Restez avec nous, l'info se poursuit avec